bonjour à tous, c'est Mathieu pour la chaîne Restez Connectés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous des invités de la tech française, la French Tech, le label est de rigueur, j'ai l'impression. Et du coup, on va pouvoir discuter ce soir d'un produit qui me fait furieusement envie. Et du coup, je suis ravi d'accueillir nos amis ici présents. Donc, Quentin Caron. Bonjour Quentin, salut. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Nickel. Alors, Quentin, on continue sur la voie du tutoiement. On lâche pas le cap. Ouais, c'est vrai, pardon. N'hésite pas de souci. Quentin, qui vient d'un projet, on va dire, qui s'appelle Bamboo QR. On va expliquer ce que c'est juste après, mais il est accompagné par Monsieur Philippe Boulanger. Bonjour, monsieur. Bonjour, Philippe. Oui, tu peux me tutoyer aussi. Pareil. Je crois que ça va être plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué pour Quentin parce que malgré le fait que je le tutoie, il a beaucoup de mal à me tutoyer aussi. Malgré le temps depuis lequel on se connaît. Ouais. Et du coup, depuis le temps que vous vous connaissez, Philippe, qu'est-ce que vous intervenez là juste sur la partie Bamboo très rapidement? On va essayer de garder un peu de suspense. Vous appuyez Quentin sur. Allez-y, pardon. Oui, en fait, j'utilise mon expérience d'entrepreneur, de mentor et d'investisseur pour supporter Quentin et l'aider dans son projet, sachant que dès le début, Quentin m'a exprimé la portée du projet, ce qu'il espérait en faire. Et donc, à chacune de ces étapes, on a regardé comment on pouvait communiquer sur le projet. Donc, j'ai utilisé les moyens qui étaient à ma disposition et en fait, j'ai vu Quentin progresser et on reparlera un petit peu de son attitude parce que c'est extrêmement important dans la réalisation de ce projet d'ailleurs. Bon, super. On voit d'ailleurs que les moyens sont très très grands parce que vous avez un magnifique studio derrière, très très beau. On voit que les moyens sont au top. Oui, alors c'est autre chose, Mathieu. En fait, indépendamment de ce que je viens de dire en termes de mentorat, je suis aussi conférencier professionnel. Yes. Donc ça, c'est ma dernière casquette. Je suis aussi président de l'Association française des conférenciers professionnels. Et donc, je me dois d'avoir un environnement, évidemment, qui est propre dans le domaine de la vidéoconférence. Je suis d'ailleurs en train de préparer une masterclass complète sur comment être au top en vidéoconférence, puisque c'est un sujet qui est complètement maintenant absolument indispensable pour les professionnels. Eh ben, c'est en tout cas un sujet qui me plairait également aussi parce que des fois, je fais des petites assemblées, on va dire, et parler en public, c'est jamais très évident malgré même mon passif dans les médias, c'est pas toujours évident. C'est un truc sur lequel je sais que je dois encore progresser, mais on n'est pas là pour ça. Et du coup, si vous avez été quand même spoilé par le titre, un autre indice qui fait que je ne pouvais pas faire cette interview sans lui, c'est devenu un petit peu mon crunch du moment, on va dire, en ce moment. Et je suis très heureux d'avoir Zazel de la chaîne ETR, puisque Zazel, je squatte souvent la chaîne ETR, notamment la chaîne ETR Live. Du coup, il fallait que je lui renvoie la politesse. Salut Zazel, comment tu vas? Eh ben, très bien, et vous-même? Tous, hein. J'espère que vous allez bien en tout cas. On va tous très bien, j'imagine. Je vous laisse mettre en commentaire si vous allez bien. C'est ce qu'il faut dire sur YouTube. Et du coup, sans plus tarder, je vous propose que juste avant de démarrer, je vous propose de regarder une toute petite vidéo pour mettre un petit peu l'eau à la bouche sur quoi on va parler dans un instant. Voilà sur quoi Quentin passe ses nuits, j'imagine. Et j'imagine aussi qu'il n'est pas seul sur ce magnifique projet. Alors Quentin, dis-nous tout, en quoi ça consiste? Est-ce que tu es juste là pour concurrencer Ray-Ban? Alors, non, pas vraiment. C'est pas vraiment notre cible. Alors du coup, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est une paire de lunettes connectées qui mêle du coup la réalité augmentée et la réalité virtuelle, la réalité mixte aussi. Et on a décidé de baptiser ça la réalité quantique pour tous les états en même temps, dans une seule paire de lunettes. Bon, je vais commencer avec les sujets qui fâchent. Est-ce que le mot quantique, il est juste marketing ou pas? Alors, Est-ce que c'est juste...
Exactement. Il n'y a aucune technologie quantique dans. Pas encore. Pas encore. Faut jamais dire jamais. Exactement, pas encore. Mais non, pour l'instant, c'est vraiment marketing. Parce que du coup, voilà, c'est nous quelque chose qui nous inspirait, les technologies quantiques. Et ouais, bien sûr. on pensait que ça matchait bien avec la technologie qu'on développait. C'est le sujet du moment, on va pas se cacher d'ailleurs. En plus, la quantique, quand on est geek, c'est le sujet qui tourne en ce moment avec les ordinateurs quantiques. Suprématie quantique. Oui, tout à fait. Zazel a fait tout un épisode là-dessus d'ailleurs, à un moment. Je crois que tu en as parlé dans tes lives. Oh, on y reviendra. Oui. On en fera en effet, parce que oui, tu as raison, ça passionne énormément. Mais... Alors, et comment on se lève un matin, Quentin, et on se dit, parce que moi, en vrai, ce que tu as fait, je vais pas te mentir, c'est un truc, genre, je rêverais de me lever le matin et d'arriver déjà à faire ce que vous avez déjà à peine conçu, parce qu'on va le rappeler, c'est un prototype. Nous ne sommes pas sur un projet, un produit final pour le grand public. Mais voilà, ça fait rêver quand même. Et comment on arrive à se lever un matin et avec qui tu as travaillé pour tout ça en fait? Alors en fait, tout a commencé il y a de ça 4 ans à peu près, quand j'étais à Belfort. J'avais comme professeur d'informatique Monsieur Eric Bachar, qui était un des grands développeurs de chez OpenOffice à l'époque. Et à l'époque, sa grande passion, c'était la réalité augmentée. Et il projetait je me souviens les cours directement. Des films. Pardon ? Les cours directement en réalité augmentée. Et non, même pas. C'est pendant les cours, il projetait des films sur les murs avec des QR codes et on trouvait ça incroyable. Et parallèlement à ça, en fait, moi j'aimais beaucoup marcher à l'époque. Et du coup, j'adorais balader à côté des lacs, etc. Et un jour, j'ai vu que sur les lacs, il y avait un reflet de la montagne et des nuages. Et je me suis dit, mais ça serait incroyable de transposer ce reflet et d'y ajouter un petit peu d'intelligence, comme ce que j'avais vu quelques semaines auparavant. Et du coup, c'est de là qu'en fait l'idée est née et qu'on a du coup commencé les premiers prototypes, enfin les premiers proof of concept, parce que c'est même pas des prototypes. C'était si ça vous intéresse, je peux vous donner les vidéos, mais c'est vraiment un bout de plexiglas avec. Tu nous as envoyé déjà quelques photos. Est-ce qu'on peut les passer Oui, bien sûr. Je vais mettre un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. J'espère pas casser le suspense, mais voilà. Voilà, du coup, ça c'est le. Voilà. Ça c'est le prototype qu'on a aujourd'hui, mais c'est tout récent ça. Tout à fait. Ok, d'accord. C'est le dernier proto en date. Exactement. Ouais. Nice. Ok. Du coup, il y avait d'autres projets. Enfin, il y avait d'autres photos que tu as dû m'envoyer. C'est ça. Il y avait des trucs un peu plus. Alors, j'ai vu que également, j'en profite. Je vous fais montrer tout ça. On a donc la version filaire, c'est ça, pour l'instant. Ouais, c'est ça. On va venir un petit peu sur les détails. Hein. Pour l'instant, je vous montre un petit peu où ça en est. Et voilà. Et je vais en profiter aussi, Zazel, si tu veux prendre tu sais, c'est comme un duplex, 2 journalistes. Tu peux y aller, tu peux me bypass pour poser une question. Vas-y. Ah, ça marche. Non, avec grand plaisir. Du coup, là, typiquement, effectivement, moi, ces photos-là, elles m'inspirent. Elles vont m'inspirer direct. Hein. C'est des choses auxquelles. Alors, je l'ai pas là. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a un côté très ressemblant au projet North Star de Leapmotion, Ultra Leap maintenant. D'ailleurs, c'est ce que je pense détecter, c'est ça, hein, sur le capteur pour traquer les mains. Il est juste là, le Leap. Il est là, c'est le Leapmotion. Ça, c'est le Leapmotion. Dans cette photo-là, en fait, il a une utilité purement décorative. D'accord. Puisque c'était la période de transition. Mais effectivement, en fait, on a basé notre réflexion sur le prototype de Ultra Leap à l'époque, Leapmotion, notamment pour les optiques en fait avec les verres ellipsoïdaux. Mais au-delà de ça, en fait, on est parti bien plus loin puisque aujourd'hui, ce qu'est le projet North Star, c'est quelque chose de très lourd qui intègre des technologies aussi très lourdes. Et donc, il y a besoin d'énormément de puissance. Et même avec un très bon ordinateur, c'est compliqué à faire tourner.
Alors que nous, en comparaison de ça, oui, donc on a la même base technique, matérielle, on va dire, mais on est parti sur quelque chose de beaucoup plus léger qui fonctionne en fait sur tout simplement un Galaxy Note 20. Et là, c'est notre téléphone de test. Et pour l'instant, on arrive à des résultats très probants. Mais vous avez privilégié du coup le form factor du coup et clairement le fait enfin le côté hybride on va dire, c'est-à-dire on peut se connecter à un téléphone. Mais après du coup Northstar justement, hein, c'est même là où c'est génial, c'est que du coup on a vu que ça a été une sorte de tremplin pour vous. Enfin c'était la validation d'une première étape de proof of concept parce que c'est leur but hein, finalement. Enfin ce qu'ils ont fait est open source donc du coup c'est clairement leur but. C'est ça. Alors en fait, du coup, nous, on était partis sur totalement autre chose au début. D'accord. Et puis ça fonctionnait approximativement. Et ensuite, on a vu donc en 2016 les premiers prototypes de Northstar qui étaient sortis, mais qui étaient à l'époque très mal documentés. Et ça, je confirme. Voilà, qui étaient quasiment avec une documentation inexistante. Du coup, en fait, on est parti sur on a reconçu en fait le projet Northstar en y intégrant toutes les nouveautés que la communauté a ajoutées. Ouais. Et puis que nous, on a développé aussi, puisque là, en fait, on intègre toutes les qualités du Northstar. Maintenant, ça s'appelle Ultra MR, il me semble. Oui, j'ai vu passer la news, mais j'ai plus le. Enfin, dans ma tête, c'est gravé en tant que Northstar, donc du coup, c'est compliqué de changer. Oui, voilà. mais du coup, en fait, on intègre vraiment toutes les qualités, c'est-à-dire détection des mains. Notre interface homme-machine, ça passe par les mains, qui ont une détection en 3D. Donc, au-delà de juste la position dans l'image, on a aussi une détection de profondeur. Yes. On a la détection de l'environnement, ce que le Northstar n'a pas. Une compréhension de l'environnement, un scan de la pièce en 3 dimensions. On intègre vraiment pas mal de technologies. Et surtout, on est compatible avec l'écosystème Android, qui lui est ultra riche. Ouais, complètement. Ouais. Et surtout, va pouvoir permettre aux gens de développer des applications sur le médium, du coup, sur les QR. Okay. Alors, juste avant d'en dévoiler un peu plus, parce que je suis très, très, très heureux, parce que alors, peut-être que j'ai raté d'autres médias, mais bon, j'ai un peu travaillé le sujet avant donc de faire cette interview. Je vois que tu nous envoyais des vidéos qui sont en non répertoriées, ça veut dire sur YouTube, elles sont pas ouvertes à tout le monde. Et du coup, on va pouvoir un peu avoir du concret sur ce que tu es en train de nous dire. Mais juste avant, et ça va me permettre aussi de poser une question donc à vous deux, et notamment à Philippe, comment vous voyez justement ces secteurs de la VR, de la AR? Est-ce que c'est un sujet, par exemple, qui vous intéresse? J'imagine, Quentin, que oui, mais je te laisserai développer. Et par exemple, pour Philippe, qui est plus là en tant que mentor, j'imagine que tu crois au projet, puisque tu es là pour épauler. Mais quel est, toi, d'abord, juste en tant que, on va dire, consommateur ou qu'utilisateur, on va dire plutôt, la VR, la AR, est-ce que pour toi, voilà, c'est au-delà que ce soit un sujet d'avenir, est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Et si oui, est-ce que tu mets la R et la VR au même point? Est-ce que tu as une mise en avant plutôt de la R? Comment tu vois tout ce secteur? Alors, je considère que tout ce qui est AR, alors moi, ce qui me pousse vraiment, c'est tout ce qui est AR et effectivement MR. Je suis un peu moins branché VR, parce que c'est un secteur d'activité qui m'intéresse moins, mais j'ai toujours été branché par la R. En fait, j'étais à San Francisco le jour où les Google Glass sont sortis, et j'ai eu l'occasion de tester ça en direct, et j'ai été bluffé. Alors même si les Google Glass ne sont pas d'une qualité extraordinaire, j'ai été quand même bluffé par la capacité AR de faire une traduction en temps réel d'un document que j'avais sous les yeux, d'un langage vers un autre. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est un truc qui va changer la vie, mais de manière extraordinaire. Et c'était que le début. Ensuite, la deuxième étape pour moi, ça a été d'avoir un des premiers jeux d'HoloLens. Et à l'époque, j'étais le CTO du groupe Neopost. Et en fait, j'avais tout de suite imaginé qu'on puisse faire des démonstrations de produits de manière virtuelle, mais en les plaçant en situation chez les clients.
Et donc j'ai une équipe qui a travaillé. Et alors là, il faut vraiment comprendre. Il faut avoir essayé le produit HoloLens pour comprendre ce qui se passe quand on met les lunettes et quand on voit cette réalité mixte qui arrive devant nos yeux. Et j'avais une équipe qui faisait des machines à l'époque. C'était une équipe aux Pays-Bas qui faisait une machine qui faisait plus de 15 mètres de long et qui, en fait, créait des cartons à la taille des objets envoyés. C'était une machine pour la logistique. Donc, vous avez tous aujourd'hui reçu des produits que vous avez achetés à Amazon ou ailleurs, où vous avez plein de vides dans le carton et remplis éventuellement avec des fileurs, des papiers ou des chips. Eh bien là, la machine crée des cartons directement en temps réel à la taille des objets envoyés. Donc, plus de vide et une optimisation évidemment des coûts logistiques. Par contre, démontrer une machine comme ça dans un salon, c'est pas simple. Donc, l'idée, ça a été de la modéliser pour la mettre en HoloLens pour que les clients puissent la voir en fonctionnement chez eux de manière virtuelle ou aussi dans les salons. Évidemment, ça a créé un choc parce qu'évidemment, au départ, les gens me ont dit « Mais attends, c'est un gadget ton truc ». Et puis, quand ils ont vu la démonstration, en fait, ça a été la révélation. Parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à décrire ce qui se passe quand on nous parle de MR. Par contre, une fois qu'on a expériencé, qu'on a fait l'expérimentation de la MR, ben, ça change tout, quoi. Donc oui, j'y crois fondamentalement. Donc ça date de 2016. Et depuis, je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va avoir des produits qui vont au-delà de HoloLens parce que c'est vraiment pour moi un step en avant qui est absolument fabuleux. Ouais. Donc, sans parler de ce qu'on va pouvoir faire dans le futur, je suis convaincu qu'on va avoir quelque chose de géant dès l'instant où on a des produits qui tiennent la route. Ouais, je confirme. Ouais, moi je sais que pour avoir testé le premier HoloLens, j'ai été un peu dubitatif. Notamment, j'ai eu pas mal de soucis avec l'interaction avec l'interface. Pour tout vous dire, je l'ai mis et ça n'a pas fonctionné. Par contre, j'ai été beaucoup plus bluffé quand j'ai pu mettre la main sur la version 2, donc lors du Mobile World Congress à Barcelone, quand j'ai pu vraiment prendre le temps de l'expérimenter. Là, je confirme, c'est prometteur, même si pour moi justement, je suis plus sensible à la VR dans le sens où là où j'ai encore un petit peu de mal avec l'AR, c'est que ça représente souvent un tout petit coin du champ de vision. Alors effectivement, comme ça peut pas être comme la VR parce que ça peut pas prendre l'ensemble de la vue parce que sinon du coup c'est plus de la réalité augmentée, hein. Mais j'aurais voulu voir des trucs qui popent un peu plus un peu partout où je sens vraiment que quand on regardait, on avait un champ d'écran et c'était juste ça et pas plus. Mais effectivement le futur est prometteur. Et du coup, toi, Quentin, maintenant que tu es sur ce projet, est-ce que tu mets plus en avant l'AR que la VR? Est-ce que tu es plus sensible à l'un qu'à l'autre? Et même au niveau de ton utilisation, est-ce que même, pourquoi pas, tu es utilisateur de produits AR ou VR? Alors, AR, c'est un peu plus délicat, mais VR, notamment avec les casques comme Oculus, des choses comme ça, est-ce que c'est des trucs qui te parlent? Oui, bien sûr. En fait, du coup, nous, ce qu'on essaie de faire avec Bamboo, c'est de justement multiplier ce champ de vision. Là, aujourd'hui, on est à peu près entre 100 et 105 degrés de champ de vision, de field of view. C'est dans les standards de la réalité virtuelle. Il me semble que l'Oculus Rift était à 110. Ouais. À 110. 110 annoncé, ouais. Donc voilà, en fait, on peut vraiment démultiplier cette capacité et ce champ de vision. Donc, c'est plus justement un petit écran dans le coin du champ de vision. C'est véritablement une interaction avec le monde réel. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise, qu'on aimerait utiliser. C'est vrai aussi qu'on met beaucoup plus en avant la réalité virtuelle que la réalité augmentée et mixte que virtuelle, justement, parce que la réalité virtuelle, ça a un nombre de cas d'usage qui est quand même beaucoup plus limité que la réalité augmentée, puisque la réalité virtuelle, ça coupe du monde, là où la réalité augmentée et mixte ouvre sur le monde. Donc, c'est deux usages totalement différents, mais qu'on arrive à combiner, du coup. Mais ça reste vraiment deux usages différents. Et moi, personnellement, en termes d'usage de la réalité virtuelle, du coup, augmenter, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers testeurs du cardboard de Google. Il y a de ça 5-6 ans, je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est vrai que
c'était quelque chose de fabuleux. La réalité virtuelle accessible à moins de 10 euros, moi, c'était mon rêve. Mmh. Et étant étudiant à l'époque, n'ayant vraiment pas de moyens, Ouais. pouvoir avoir accès à des technologies aussi avancées et autant de pointes pour un budget qui est ridicule, c'était vraiment fabuleux. Donc, je reprends la main juste 2 secondes, excuse-moi Vas-y, Mathieu. enchaîne, il n'y a pas de souci. Donc du coup, tu fais pas partie de ceux qui pensent que le cardboard a plus fait de mal qu'autre chose à la VR, du coup? Ben non, en fait, ça Non. la rendait accessible là où. Ouais. Bah, Mais à le côté l'époque, 3DoF, au cardboard. Pardon? le côté 3DoF, enfin 3 degrés de liberté, Ouais. les genres de Ouais, choses qui rendaient du coup les gens malades. Enfin, c'est vrai que moi j'ai encore des gens qui me disent ah, j'ai testé les cardboards, un roller coaster. Alors j'imagine qu'ils ont tous testé le même, hein, de toute façon en gros. Un roller coaster en cardboard. Du coup j'en suis encore malade. Enfin limite quand j'y repense. Alors que la VR a fait quand même un sacré gap. C'est vrai que nous, c'est un petit peu le constat qu'on en avait fait sur ETR, c'était que, alors ouais, ok, c'était chouette parce que ça a vraiment spread en fait le concept un peu partout. Mais ceux qui ont voulu faire autre chose, typiquement que voir des vidéos 360 ou autres, sont vite tombés malades et ça les a freinés en fait dans l'idée. Bon, en tout cas, c'est la vision qu'on avait nous, hein, mais Oui, bien sûr. Après, voilà, moi à l'époque, j'avais pas eu la chance d'expérimenter l'Oculus Rift, qui était à l'époque vraiment excessivement cher, à plus de 1000 euros. on était encore sur le DK2, non, même si mes Ouais, c'est souvenirs ça, sont bons, sur le ouais. DK2, Ça. exactement. Tout à fait. Mm. Et c'était inaccessible. Et donc, du coup, pouvoir s'amuser avec un Google Cardboard, même à développer des petites applications de visualisation de photos 360, c'était incroyable. Ah oui, complètement. Oui, En parallèle de ça, en plus, on pouvait faire de la réalité augmentée. C'était pas du see-through comme ce qu'on utilise maintenant, mais c'était un minimum en tout cas. Et moi, je me souviens du nombre d'heures du nombre d'heures où j'ai rêvé comment dire, de pouvoir aller plus loin que le Google Cardboard. En fait, c'est un objectif plus que une finalité en soi. Ouais, complètement. Alors, dis-nous tout actuellement, où est-ce qu'il en est le projet? On en a un peu parlé déjà avant, mais pour repositionner vraiment très clairement, où est-ce que tu en es où est-ce que vous en êtes dans vos avancées, parce que vous êtes plusieurs? Alors là, du coup, le prototype physique n'est pas encore terminé. On a encore quelques petites modifications pour faire une intégration qui soit proche de la perfection, on va dire. D'accord. L'intégration logicielle, pour l'instant, elle avance très bien. C'est-à-dire que pour l'instant, vous en êtes à là, et après, l'objectif, ça sera d'arriver au produit qu'on a vu juste avant. Je vais le montrer. D'ailleurs, tu m'as filé une photo, mais vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Ouais, je vais vous montrer du coup. Alors voilà, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est ça. Donc là, j'ai enlevé les écrans. D'accord. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on a, c'est ça. Donc c'est énorme. Hein. C'est de la taille à peu près des HoloLens. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me faisait penser grave aux HoloLens, en fait, avec les visières. Ouais, c'est ça. Sauf qu'en fait, les HoloLens en prix public sont à 3000 euros. 3000, ouais, 3005. Ouais. Tout à fait. 3005, c'est même pas le coût de ce prototype qui fonctionne aussi bien, qui est compatible du coup avec Android, Windows pour l'instant, et qui a un champ de vision multiplié par 2. On intègre là, du coup, sur ce prototype-là, de la double 4K à 120 images secondes, ce qui est largement supérieur à ce que North Star peut faire ou à ce que des énormes comme Magic Leap ou HoloLens sont capables de faire aussi. D'accord. Et donc, le futur prototype dont tu nous parles, qui n'est pas encore prêt, c'est celui-ci, c'est ça qui est pas. Vous avez avancé sur ce modèle, sur cette version-là ou? Alors je suis non, encore un peu optimiste. Je suis un peu optimiste. C'est un petit peu optimiste puisqu'il y a quand même pas mal de travail de miniaturisation de matériel. Ok. Et pour faire tenir un smartphone dans des branches de lunettes. Ouais. Mais en fait, notre objectif, c'est de proposer ce produit, cette solution en tout cas. Cette solution-là, ouais. Voilà, exactement. Qui aurait les capacités et le besoin, en fait, de proposer un produit comme celui-ci, ou d'utiliser un produit comme celui-ci, parce que le gap entre un prototype
comme celui-ci et un produit final comme celui que vous êtes en train de montrer, Ouais. il est quand même très minime. Ça représente D'accord. une somme C'est- financière, Mhm. mais Non, mais c'est techniquement, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas, voilà, techniquement, c'est pas le bout du monde. C'est ça que tu es en train de me ah, dire. on en est vraiment pas loin. Ouais, tout à fait. Là, il y a juste un petit travail de miniaturisation et on discute d'ailleurs avec certains industriels qui nous disent que pour quelque chose comme 300 000 euros, ils sont capables d'arriver à un produit final comme celui-ci. D'accord, ok. Et du coup, bah, on va en profiter pour entrer un petit peu dans les entrailles de la bête, on va dire. Au niveau, justement, partie matérielle, comment ça fonctionne? Imagine sur un SOC, des choses comme ça. Comment... C'est ça. Du Pour le coup, en fait, moment, c'est le smartphone, j'imagine, qui sert d'unité, on va dire, de calcul. C'est ça? exactement. Ouais, Ouais, c'est ça, exactement. En fait, le smartphone fait quasiment tout. ok. On a juste à gérer l'affichage. Mhm. Donc, en fait, on prédéforme une image pour la reformer ensuite. Et avec ça, du coup, on arrive à avoir cette impression de 3D, alors qu'en fait, on projette sur une surface en 2 dimensions. Les verres que je peux vous montrer, voilà. Les verres sont bien en 2 dimensions. Ouais. Et on arrive quand même à avoir un semblant de 3 dimensions en, en utilisant cette prédéformation pour ensuite la reformer sur le verre. Donc, en termes de matériel, c'est principalement ça, un smartphone, une carte de traitement vidéo et 2 écrans. D'accord. Mais Et du coup, beaucoup de traitements informatiques derrière pour Ouais, c'est ça. analyser les images en fait. Hein. et, C'est ça. et, et à- L'image et la déformation de l'image aussi est super complexe. Et puis il y a aussi tout le traitement logiciel, par exemple, pour lancer une application comme Facebook, par exemple, dans un navigateur, puisqu'on n'est pas encore capable de d'utiliser une lancer l'appli. application native Android. D'accord. Mais en utilisant un navigateur, ça prend quand même pas mal de ressources. Au-delà du traitement des éléments extérieurs comme les mains et comment dire, les surfaces environnantes, il y a les calculs qui sont nécessaires au fonctionnement d'une application, comme on l'utilise aujourd'hui Bien sûr. sur un smartphone. Mais tout Oui, à l'heure, tout ce à que fait. j'ai vu, vous avez lancé Deezer, c'était bien l'application, non? C'était ou Alors c'était oui, c'était ouais. ouais, là Vas-y, pardon. c'était c'est une simulation. C'est pas la véritable application Deezer, D'accord. mais c'est Ok. une simulation. Non, mais du Mm. coup, comme ça, voilà, on arrive bien à comprendre que pour l'instant, voilà, il y a ces étapes-là à franchir. Ok. Et Ouais. du coup, toi, si tu devais, donc, imaginons que tu es le crédit illimité et que tu aies toutes les industries du monde à tes pieds pour t'aider à réaliser, tu verrais ça donc sur une architecture, j'imagine ARM, c'est ça? Tu partirais sur C'est du ça. Qualcomm, des choses comme ça? Ouais, exactement. D'accord. Le Et dernier l'X2? Qualcomm XR2. est incroyable. Le Ah non, X2? ça c'est un petit peu trop puissant pour nous. Non, Le mais Snapdragon allons-y, pourquoi pas. 865 Demain, c'est demain, tu sors demain, tu sors ton projet. Donc, oui, ça serait, tu partirais sur le Qualcomm X2, j'imagine. Et tu disais celui que tu prendrais, toi, à la hauteur de ce que tu vois, tu c'est penses à quel, le 865 le plus, là, le 865? dernier. Ok. Mm. Oui, Ouais, Ouais, ouais. oui aussi. Après, celui après, qui équipe le Note 20 Ultra, du coup, ouais, ouais. Ouais. qu'on Parce que utilise. après, effectivement, c'est une question de coût. Mais techniquement, enfin, si vous pourriez vous faire plaisir, on va dire, le X2, ouais, je pense que ça pourrait être Ah oui, aussi bien pas sûr. mal. Si on part dans les folies, évidemment, il y a plein Bah, de choses qui sont possibles. c'était l'idée de partir dans la folie. Non, mais je veux dire, en plus, le SOC a l'air plus adapté. Il a été plus étudié justement pour tout ce qui est. Alors VR, c'est sûr. Je pense que AR aussi également. Il y a des choses. Mais d'accord, ok. Donc très bien, très bien. Et du coup, peut-être que toi, Hazel, tu avais une question. Dis-nous tout. Ouais, non, du coup, je vais me permettre juste de revenir. Enfin, moi, j'avais deux questions. Vas-y. La première, est-ce que, enfin, du coup, en termes de form factor, à l'heure actuelle, donc, vous seriez capable de faire les lunettes, c'est ça, mais sans intégrer donc la puce directement au sein des lunettes, c'est-à-dire donc via le câble, comme pour votre prototype, ou est-ce que c'est une étape que vous n'envisagez même pas, c'est-à-dire vraiment le but étant d'avoir les lunettes tout complet
et voilà. Ou est-ce qu'il y aura cette petite étape intermédiaire? Ouais, par exemple, est-ce que vous êtes plus du style un peu à la Nreel que moi j'ai testé? Oui, par exemple. Voilà. Est-ce que par exemple vous êtes plus dans cette optique-là ou vraiment après l'idée c'est de tout mettre dans les lunettes Enfin, j'imagine que c'est le but final, mais vous pensez faire cette étape-là d'abord en disant on va compter sur la puissance des smartphones pour ça? Alors en fait, cette étape de transition, elle est possible. Mhm. Elle n'est pas forcément envisagée dans le meilleur des cas. Ouais, On préfère l'intégrer de suite. Elle va être nécessaire forcément dans le cadre d'une intégration. Elle se fera peut-être pas de manière marquée, c'est-à-dire en tant que produit en lui-même. Voilà. Ouais, produit Elle final. ne sera pas marketée en tout cas. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que Mais ce sera une étape nécessaire, évidemment. En fait, c'est plutôt que tu estimes qu'au niveau business, sortir un produit dépendant du téléphone, c'est pas très intéressant. Enfin, tu penses que c'est moins intéressant que d'attendre au final d'avoir le produit qui contient toute l'électronique, toute l'intelligence au sein du même produit. Ouais, je comprends. Je suis assez d'accord. Et justement, vous, Philippe, excuse-moi, Philippe, pardon, on se tutoie. Est-ce que tu accompagnes, toi, la partie, justement, on va dire, démarchage, trouver des nouveaux leviers pour faire avancer le projet, c'est ça? Alors, Ou pas du tout? Enfin, où est-ce que tu interviens? Pardon. là où j'interviens, c'est pour aider Quentin à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire qu'il se pose surtout les bonnes questions. Et une des grandes qualités de Quentin, justement, c'est cette capacité à poser des questions et à remettre en cause le statu quo, ce qui est quelque chose que j'adore en tant qu'entrepreneur et en tant que spécialiste de l'innovation. L'objectif de Quentin, je pense que Quentin, il faudrait peut-être que tu rappelles l'objectif du projet pour toi. Je pense que c'est un premier élément qui est vraiment essentiel à comprendre, puisque la première question qui s'est posée quand Quentin m'a contacté, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu veux faire du projet? Est-ce que tu veux faire une start-up? Est-ce que tu veux faire financer le projet? Est-ce que tu veux que le projet soit racheté par une entreprise? C'est ça. C'est quoi ton objectif? Et là, je vais laisser Quentin répondre. Ouais. Alors, dis-nous, Quentin, coup, est-ce que tu es le futur Mark Zuckerberg de français? Alors, je parlais pour la partie Oculus, on va dire, hein. Peut-être moins pour la partie Facebook, mais au moins. Non, mais ça serait très prétentieux de dire ça, et c'est pas du tout le cas. Mais non, mais il faut rêver grand. Hein, il faut rêver grand. Je pense que Philippe te dira, il faut rêver grand. Il faut pas se mettre de barrière. Oui, évidemment. Mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est de le proposer à des industriels qui auraient les moyens, en fait, d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand, qui en auraient les moyens techniques et financiers, parce que ça demande quelques ressources quand même pour être vraiment propulsé à un niveau. Ah bah des usines, par exemple. Incroyable. Ouais, exactement. Juste cette étape-là, nous, on les a pas, donc ça serait déjà un bon début. Mais voilà, nous, on aimerait vraiment céder ce projet à quelqu'un qui en aurait un usage beaucoup plus grand que ce que nous, on est capable de faire. Et justement, tu penses pas que, parce que là, en fait, justement, tu parles du futur, de ce qui n'y est pas encore, ça va pas quand même vraiment te faire un pincement au cœur le jour où tu vas lâcher le projet à quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais vraiment du mal, en fait. Alors, voilà. En fait, un petit peu. Un petit peu. Ça reste. Pardon? Oui, en fait, Mathieu touche un problème qui est intéressant, c'est est-ce que les innovateurs sont capables d'amener, dans tous les cas, les projets à un niveau industriel? Et ça, c'est une vraie grosse difficulté. Je pense que tous ceux qui ont été entrepreneurs et innovateurs sont passés par là un jour, avec le moment de décision dramatique de se dire, OK, ce que j'ai fait pour l'instant, c'était super. Est-ce que je suis la bonne personne pour aller à l'étape suivante? Et les Zuckerberg, qui sont partis de zéro et qui sont toujours à la tête de leur boîte aujourd'hui, sont extrêmement rares. Tout à fait. Extrêmement rares. Donc, une des grandes qualités de Quentin, c'est aussi de se dire, OK, j'ai une ligne directrice, je la fais évoluer en permanence. Aujourd'hui, ben voilà où j'en suis.
Et il a cette clarté et cette capacité de se rendre compte de ce qu'il veut faire et de ce qu'il peut faire. Ce que j'aimerais voir dans beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, en fait, puisque on a beaucoup de projets qui sont plantés parce que des entrepreneurs se voient les maîtres du monde trop rapidement, et en fait, ils se trouvent complètement plantés par la suite. Donc, Alors, Quentin a une démarche qui... Pardon, je voulais juste faire une petite digression, juste pour que tu complètes par rapport à la phrase. Est-ce que c'est pas aussi un petit peu le problème qu'on a dans la French Tech? Puisque moi, pour avoir été un acteur, on va dire, média de la French Tech, c'est-à-dire en tant qu'observateur, on avait tendance aussi à mettre de l'argent dans tout et n'importe quoi comme projet. Moi, j'étais au CES de Las Vegas et toutes les régions emmenaient un grand nombre de startups pour parfois mettre en avant des produits qui sont un petit peu, où tu es un peu dubitatif. Est-ce que c'est pas un problème, c'est pas un mal français, on va dire, le fait de justement de faire croire aussi à tous ces entrepreneurs que ils vont aller au bout du truc et qu'ils vont créer les futurs produits de demain, en fait. Est-ce que c'est peut-être pas ça? De dire que l'idée de base elle est bonne, mais à la fin de dire il faut peut-être passer la main à des personnes qui sauront marketer les produits, qui sauront en faire des produits bis plus complets, on va dire, des choses comme ça. Je ne sais pas si j'ai été très clair. En fait, je suis peut-être pas très clair. Il y a le sujet de faire la promotion d'entrepreneuriat et de dire oui, tout le monde avec le bon état d'esprit, avec les bonnes méthodes, peut créer des produits innovants qui répondent à des vrais problèmes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du coup un vrai marché. Par contre, la difficulté qui est le côté humain, c'est qu'on a du mal effectivement à travailler le côté humain. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui est un technologue ou un technicien génial n'est pas forcément un marketeur. Très souvent, d'ailleurs, ça ne l'est pas. La réciproque est vraie aussi. Et donc, à partir de là, il faut savoir s'entourer. Quand on regarde d'ailleurs toutes les grandes entreprises qui ont marché et qui sont parties d'un visionnaire et d'un technicien, je peux prendre un exemple qui me tient à cœur, Steve Jobs et Steve Wozniak. On avait un visionnaire qui était un bon marketeur et on avait un technicien à côté. Si tu prends aujourd'hui Facebook, tu as Zuckerberg qui est resté le visionnaire et qui a les mains sur les mains de ce côté-là, et tu as Sheryl Sandberg qui est en charge des opérations. Tu vois, et en fait, ces gens-là, ils ont tous compris leurs capacités et leurs limites. Ils se sont entourés des bonnes personnes. Et ça, c'est la grande difficulté qu'on a en France, c'est de se dire, on est dans des modèles qui sont encore hiérarchiques, qui sont pas suffisamment collaborateurs. Et on a toujours ce modèle en France où on pense qu'il faut qu'il y ait un patron absolu, et en fait, tout le monde va travailler pour lui, alors qu'en fait, ce sont des équipes qui doivent bosser ensemble. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment la partie la plus difficile en France. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai demandé, effectivement, mais du coup, j'ai mes éléments de réponse. Vous avez forcément travaillé en mode agile, c'est ça, avec des itérations successives pour forcément, voilà. Et vous êtes un fervent défenseur du lean, de ce que j'ai pu comprendre. Voilà, au sein de... je parlais plus à Philippe, j'imagine. Enfin, c'est toi qui as formé, oui, c'est ça, sur la partie agilité, j'imagine. Non, j'ai pas eu la formation sur la partie agilité. J'ai renforcé cette partie-là très certainement. Voilà. Je l'ai aussi poussé à utiliser beaucoup plus d'effectuation, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'il avait déjà à disposition pour aller encore plus vite dans ses prises de décision. Donc oui, effectivement, je suis un practitionnaire Lean. J'ai même eu l'opportunité de donner des conférences à la Lean Startup Week à San Francisco sur ma manière d'aborder les choses, surtout au niveau humain. Et je suis aussi un instructeur au niveau de l'effectuation, donc pour aider les entreprises à aller très très vite dans la prise de décision en ce qui concerne l'innovation. Ce ne sont pas des domaines aujourd'hui qu'on connaît très très bien en France, malheureusement. Et c'est pourtant, oui, ça avance, ça progresse. On a de plus en plus de personnes qui connaissent les principes. Par contre, on se retrouve encore dans les entreprises, et principalement les entreprises bien installées, avec un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement dit causal, c'est-à-dire qu'on aime plutôt répéter ce qu'on a déjà fait, plutôt que d'avoir des parties expérimentales qui permettent de trouver des nouveaux projets, des nouveaux services, en mode agile. Donc tout mon sujet aujourd'hui, entre autres le sujet de mes conférences, c'est pour ça que Quentin m'a contacté, et c'est parce qu'il m'a vu en conférence, le sujet de mes conférences, c'est l'acculturation des entreprises pour qu'elles commencent à redémarrer une innovation en mode agile sans casser leurs opérations classiques. Ouais. Ok.
Ça marche. Et c'est un bon choix. Donc voilà, Effectivement, oui, belle donc philosophie. je suis un grand fan évidemment de Lean Startup et d'effectuation. En fait, pour revenir sur Monsieur Jourdain et sa prose, en fait, quand j'ai découvert les principes Lean Startup et effectuation, je me suis rendu compte que je faisais ça depuis 20 ans, sauf que je Oui. savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà. C'est ça. Ouais, C'est un état d'esprit. Hein. Beaucoup de voilà. choses dans l'agilité, effectivement, sont de l'ordre de l'état d'esprit, de la bonne intelligence, on va dire. Mais Ouais. voilà, une fois que c'est mis sur une Bible, c'est tout de suite mieux quand même. Voilà. Moi, j'avais quand même une petite question sur le produit, messieurs. Comment ça se passe quand et ça là-dessus, c'est vraiment un domaine auquel je ne connais pas. Comment ça se passe quand on essaie donc du coup on monte un produit innovant et qu'on a comme ça le spectre Alors, je vais parler de Facebook pour le projet Aria notamment. Je vais parler comme ça de Microsoft pour le Lens. Euh, Comment est-ce qu'on avance avec un peu cette épée de Damoclès? D'ailleurs, est-ce que vous voyez comme une épée de Damoclès, vous, en fait? C'est super intéressant, je pense. Alors là, je vais peut-être répondre avant Quentin sur ce coup-là. Ce qui est très intéressant dans l'approche d'Oculus ou d'HoloLens, c'est qu'ils sont partis avec des modes de fonctionnement et des hypothèses de fonctionnement, finalement, de grosses entreprises, où on dit, allez, on va mettre des dizaines de millions là-dessus, et forcément, on va sortir, quand je dis des dizaines, je suis en dessous de la réalité encore. À un zéro près. Voilà. Et donc, c'est l'état d'esprit on peut mettre énormément d'argent, donc on va forcément réussir. Or, le mode de fonctionnement de Quentin était totalement différent, c'est de dire, je suis sous contrainte, j'ai pas un rond, donc il faut que je trouve des solutions, il faut que je trouve des méthodes qui soient différentes. Et en fait, c'est là-dessus que j'ai poussé Quentin, je lui ai dit, écoute, tu n'auras jamais les moyens d'un Microsoft ou d'un Facebook. Tu as super bien commencé avec un prototype qui t'a coûté mais quasiment rien. Et donc, tu vas continuer à fonctionner en mode effectuation. Regarde ce que tu trouves autour de toi que tu peux intégrer et ne cherche pas à demander des dizaines de millions pour continuer ton projet. Sois malin. Et Quentin a été une éponge et a avancé à grands pas en utilisant ces choses-là. Et en fait, il a intégré des librairies qui étaient disponibles, sauf que personne ne les avait intégrées comme lui. Et c'est là le génie de Quentin et de son équipe, c'est d'avoir réussi à intégrer des choses qui n'avaient jamais été intégrées avant, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça. L'équipe a vraiment travaillé super dur. On a trois étudiants ingénieurs qui ont vraiment bossé super dur pour combiner. Donc, pour résumer sur ton question sur l'épée de Damoclès, en fait, c'est le formatage de Microsoft et de Facebook, en fait, du coup, est en train de les freiner et, oui, bien sûr. Oui. Et les emmène dans une direction qui est extrêmement lourde. Donc, la capacité de Quentin, en fait, à bouger vite est très intéressante de ce côté-là. Ouais, je comprends, mais pour rebondir sur ce que vous dites, Philippe, c'est que on peut voir cette espèce de formatage sur les lunettes de chez Enreal notamment, où on peut voir en fait que le fondateur faisait partie de l'équipe de développement de chez Magic Leap. Exactement. Et on peut voir d'ailleurs qu'ils sont partis sur le même principe, qui est totalement sur différent. Un joli procès aussi. Ouais, exactement. mais en fait, on pense que c'est fortement lié à ce formatage, puisqu'ils ont étudié au travers de ces idéologies-là. Et nous, on n'a pas du tout été formatés comme ça. On a été formatés, évidemment, mais autrement. Et du coup, on essaie de faire valoir, en tout cas, ces qualités, si on peut dire, pour se différencier, en fait. Ouais, complètement. Non, puis vous faites bien. Enfin, je veux dire, c'est un truc. La bonne attitude. Alors, complètement. Quand je parlais d'épée de Damoclès, bon, c'est effectivement, beaucoup en tout cas le voient comme ça, et donc c'est également un frein quand on sait qu'on va, quand on est également formaté pour se dire voilà, on va dans un mur si on n'a pas sorti notre produit un an avant eux. Du coup, c'est très dur comme ça pour les startups de pouvoir avancer, de rester confiants en fait en leurs produits, et ça c'est plutôt cool. Après, concrètement,
vous allez quand même vous heurter au même mur qu'eux, à savoir le contenu. Et moi, une des questions là qui m'intéressait vraiment, c'est est-ce que Bamboo, est-ce que vous allez comme ça porter comme ça des créateurs en fait on parlait Deezer, hein, mais Deezer c'est français justement, ça tombe plutôt bien. Est-ce que typiquement des boîtes comme Deezer du coup pourront comme ça gagner en vous portant en portant en fait sur vos lunettes? Ouais. Enfin, est-ce que vous avez comme ça un business pour les créateurs en fait qui vont utiliser votre device? Alors du coup, on n'a pas vraiment de business pour les créateurs en ce moment. C'est pas vraiment notre objectif actuel. Nous, pour l'instant, on essaie de développer la plateforme le mieux possible, tout en prenant en compte en fait le fait de rester compatible avec les standards actuels du marché. Je pense notamment à OpenXR et toutes les plateformes actuelles que tout le monde connaît bien, comme les consoles de jeux vidéo, avec les nouvelles PS5 et Xbox qui vont sortir, Ouais, parce ou que encore les ordinateurs. vous en parlez dans le site internet, c'est connexion ou au téléphone, ou à un PC, ou même aux consoles. Ça m'intéressait cette partie-là, ta vision du produit avec une interaction avec une console. C'est quoi? C'est pour juste déporter l'affichage? C'est ça? Exactement. Donc c'est pour déporter l'affichage. Et puis du coup, ça permet en fait aux créateurs de contenu actuels d'intégrer nos lunettes très facilement. Il y a quelques petites touches éventuellement à faire, mais ça n'a pas besoin et ça n'a pas vocation à avoir un développement lourd derrière pour avoir une application qui soit viable. Ouais, l'idée, c'est vraiment plus presque une idée de plateforme, presque plus qu'une idée de produit. Exactement. Oui, c'est ça. C'est vraiment d'offrir une plateforme et le produit, si des gens sont intéressés, qui regardent cette vidéo, ont déjà un petit pouce en l'air, ça c'est cool. Et après, n'hésitez pas à contacter Bamboo, mais c'est ça l'idée, quoi, c'est d'offrir une plateforme matérielle pour une société qui est prête à mettre des billes et à reprendre le projet. Et après, vous, la plateforme logicielle, c'est vraiment le truc ouvert à tous et facilement, avec une prise en main facile avec les standards d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, on essaie d'accroître notre compatibilité. Pour l'instant, on est compatible avec Android, mais pas toutes les applications Android. On essaie d'accroître en fait cette capacité-là. À terme, on va être compatible avec l'entièreté du Play Store. Donc déjà, toutes les applications déjà bien installées que vous utilisez sûrement tous les jours pourront être utilisées de manière très, très fluide et très optimisée pour ce type de plateforme. Et du coup, j'en profite juste pour montrer une vidéo que j'ai envie de montrer depuis tout à l'heure, que je me retiens. C'est cette partie, moi, qui me fait un peu rêver. C'est celle-ci, là, avec justement l'arrivée de la... Alors, est-ce que j'ai ouvert la bonne? Je sens que j'ai pas ouvert la bonne. Si, c'est ça. Oui, ouais, exactement. C'est celle-ci, moi, qui me plaît. Parce que je te sens vraiment plus enthousiaste sur la partie AR que VR. Bon, comme tu as quelqu'un en face de toi qui aime beaucoup la VR, ça m'arrange bien. Et du coup, pour vous, c'était quand même important de l'inclure, la VR là-dessus. C'était vraiment, voilà, où est-ce que vous vous êtes dit, c'est vraiment un truc du marché qui donnera une bille supplémentaire au produit, un côté un petit peu plus entertainment, on va dire. Et voilà. Est-ce que c'était très important de faire les deux? Alors en fait, l'importance à ce niveau-là n'est pas forcément justement importante, puisque partant du constat que l'on avait fait à nos débuts, l'intégration de la réalité virtuelle était beaucoup plus simple que la création d'une réalité augmentée. Ouais, en gros, c'était on a déjà fait le plus dur avec l'AR, rajouter de la VR en fait en soi, c'est pas le plus dur. Exactement. Alors que moi, ce qui me fascine, c'est la polarisation, c'est ça qu'on dit? Pour les lentilles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Rendre polarisé, alors techniquement, comment ça fonctionne justement? Alors du coup, nous, on utilise des verres piézoélectriques. Les verres piézoélectriques, c'est les matériaux piézoélectriques. Ouais. En général, c'est des matériaux qui sont capables de changer de propriété lorsqu'on leur injecte un courant électrique. Ou inversement, si on leur change les propriétés, ils peuvent créer du courant. C'est notamment ce qu'utilise Legrand dans des interrupteurs sans pile. Il y a un petit matériau piézoélectrique
qu'on craque et qui crée suffisamment de courant pour communiquer avec les ampoules. Du coup, nous, on utilise un procédé similaire qui permet en fait de teinter une surface transparente à 98%. On n'a pas encore atteint le 100%, mais donc voilà, la réalité virtuelle ne sera pas aussi Oui, non, bien sûr. qu'un Oculus, mais on intègre cette fonctionnalité grâce justement à ces matériaux innovants et très peu utilisés aujourd'hui. Ouais, complètement. Non, mais c'est déjà super cool. Et puis 98%, est-ce que finalement, pour les 2% d'efforts supplémentaires qu'il faudra rajouter, toujours dans le principe du Lean, du coup, enfin, et de votre démarche, est-ce que pour les 2%, du coup, quelle sera la plus-value derrière, en fait, et 98%, moi, ça me paraît tout à fait quelque chose d'acceptable, sans aucun problème. Bien sûr. Comme on trouve très acceptable la baisse graphique que tu vas trouver sur un Oculus Quest au niveau des graphismes, si on va dire l'expérience elle est convaincante, après que ce soit pas on va dire parfait du moment que pour le commun des mortels on s'y retrouve et ça marche, j'ai envie de te dire oui, 2% c'est largement négligeable. Ouais, tout à fait. Bien d'accord. Moi j'avais 2 petites questions. Vas-y. Qui sont de l'ordre professionnel en fait. C'est-à-dire que demain, donc moi je suis développeur de genre sur ce genre de device. Demain, comment je fais en fait quel est voilà, comment je viens vous voir, je dis voilà, je crois au projet, j'ai potentiellement un client derrière. Comment est-ce qu'on avance en fait Alors du coup, donc comme je vous l'ai dit, on va bientôt être compatible avec les plateformes OpenXR. Donc déjà, c'est une base de développement. Mais au-delà de ça, évidemment, vous pouvez venir nous voir pour créer un produit. L'intégration pourra se faire très facilement. On réfléchit, on est loin de la conception et de la création, mais on réfléchit à la création d'une API pour les développeurs. Ouais. Pour avoir accès à différentes variables que le masque est capable de récupérer, notamment le switch entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ou bien le suivi des mains. Tout à fait. Hein. Oui, les contrôleurs. Quoi, la détection de l'environnement. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne un petit peu comme un tuyau. Les gens utilisent les données pour créer leur solution. Et nous, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Ok. Donc ça marche, mais ok. Donc ça marche. Donc basé sur OpenXR et vous développez comme ça. Sur le site, j'avais vu passer. On n'est pas encore basé sur OpenXR, mais bientôt. Ça va arriver, voilà. En tout cas, ouais, j'imagine forcément le plus gros standard. J'avais vu une notion de prix d'ores et déjà sur le site. Tout à fait. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Cher ami, regarde, j'étais dessus, tu vois, j'allais dire, il y a une catégorie buy. Alors, qu'est-ce qui se passe si on va au bout? Est-ce qu'on a un remerciement éternel pour avoir donné $300 ou... Comment ça marche? Alors, on y va. Bonjour. Donc, il faut tout remplir. Très bien. Bon, je ne vais pas mettre toutes mes informations. Mais vas-y, dis-moi tout. Comment ça marche? Je crois que... Après, il y a une petite pop-up qui apparaît et qui dit qu'en fait, le produit n'est pas encore disponible à la vente. Poisson d'avril. Exactement. En fait, c'est pas un si poisson d'avril que ça, parce que ça permet vraiment de juger l'intérêt. Là, c'est pareil, si on reprend les principes du Lean, si on demande est-ce que vous êtes intéressé ou laissez votre email si vous êtes intéressé, ça n'a aucune valeur. Parce que c'est pas ça qui va montrer l'intérêt vrai d'une personne. Ce qui montre l'intérêt vrai d'une personne, c'est l'acte d'achat. Donc en fait, l'idée de faire ce bouton buy, c'était de dire on va pousser un peu les gens à se dire on y va quoi, et puis on va regarder un peu ce qui se passe. C'est vraiment une expérimentation en fait. C'est l'étude de marché, voir les remontées. Est-ce que les gens sont prêts à investir? Ok. En tout cas, je suis maintenant dans votre registre RGPD. Félicitations. Très bien. J'en ferai de même en off.
Et du coup, Vas-y. j'avais une autre Vas-y. question. Et Ok. après je te rends la main, Mathieu. Est-ce que vous avez envisagé, du coup, faire un groupement de labos d'innovation, typiquement, de dire, voilà, j'ai mon projet, faire une sorte de partenariat avec des labos d'innovation? Alors pareil, hein, c'est une question qui est dérivée de mon métier, hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui, pour ce projet-là, typiquement, serait entendable, hein, de dire, voilà, je vais avoir besoin de d'experts spécifiques dans tel et tel domaine, si j'ai besoin d'enrichir le projet, et du coup, on va piocher dans un labo d'innovation de la Banque Postale, d'une ESN quelconque, et voilà. Ou est-ce que c'est au contraire pas du tout dans la philosophie? Alors, Quentin, je te laisse répondre, après je vais donner mon avis. Alors du coup, nous fondamentalement, on est fermé à rien. C'est-à-dire qu'on sait où on va, mais on reste ouvert à toute proposition. Ça n'est pour l'instant pas dans nos objectifs principaux. Voilà, ce qui est que pour Mais- l'instant, en fait, vous voulez revendre la plateforme, on va dire. C'est plus ça. Exactement. Enfin, trouver quelqu'un qui pourra mettre, on va dire, N'importe. en application la chose. Donc, pour l'instant, l'idée, c'est pas de Exactement. créer une boîte autour de ça. Voilà, c'est ça. Donc, si le besoin s'en fait ressentir, évidemment, ce sera une piste à explorer. Mais aujourd'hui, c'est pas la direction dans laquelle on va principalement. D'accord. Donc voilà, oui, en fait, dans les principes d'effectuation, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, si il manque quelque chose à Quentin, effectivement, il va regarder où ça se trouve. Donc, si ça se trouve sur une de ces plateformes d'innovation ou dans une ESN, effectivement, une collaboration peut être envisagée. Mais l'expérience a montré que le temps que Quentin recherche quelque chose avec un partenaire supplémentaire, il a trouvé une autre solution. Donc, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans la démarche qu'il a mis en œuvre, c'est qu'effectivement, c'est super rapide, c'est super efficace. En fait, ma vision de l'état du projet aujourd'hui, c'est que le proof of concept, il est fait. Techniquement, ça fonctionne. Il y a encore quelques détails à régler au niveau logiciel, mais qui relèvent du détail. Alors, effectivement, il y a un petit peu de sueur et de larmes, comme on le sait quand on intègre des environnements qui ne sont pas les nôtres en règle générale. Ouais. Mais en fait, le vrai challenge maintenant, c'est la partie industrialisation, à savoir miniaturiser effectivement l'ensemble pour que ça rentre dans les lunettes qui ont été définies par Quentin. Et on sait que c'est possible déjà, hein, puisque Quentin a déjà pris des contacts avec des partenaires industriels potentiels. Donc la faisabilité n'est pas un problème. C'est juste une matière effectivement de passer à la partie produit, production, et aussi le business model qui va bien. Et c'est pour ça qu'en fait, dans la recherche d'un partenaire industriel qui reprendra le projet, il faut évidemment que le partenaire ait une idée du modèle économique qu'il veut mettre en œuvre pour que ce soit un produit profitable. Est-ce qu'il va y avoir une plateforme à la Play Store ou à l'App Store genre Apple, ou est-ce que ça va être totalement ouvert? Ça, c'est une vraie question. D'accord. Ok. Alors, sans trop nous en dire, parce que je sais que ça, c'est les parties qui sont très, 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 on va dire, de l'ordre du secret. Mais est-ce que au niveau de l'industrialisation, vous dites que vous avez déjà des contacts? Est-ce qu'il y a quand même des Français qui sont prêts à vous suivre là-dessus? Ou est-ce que c'est essentiellement à l'étranger? Si c'est pas trop en dire. Après, je peux entendre que vous nous... Mais... Alors, je vais répondre. Oui, je vais répondre, ça va t'éviter de dire de révéler. Ah, c'est dommage. Alors, je coupe le micro de Philippe, bouge pas. Donc, non, en fait, Quentin, effectivement, a contacté dans ce cas-là plusieurs entreprises qui sont des spécialistes de l'industrialisation de systèmes de ce type-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des prestataires de services, ce ne sont pas des partenaires industriels au sens où ils voudraient récupérer le projet aujourd'hui. On a des discussions qui s'avancent aujourd'hui aussi, effectivement, de personnes qui sont intéressées à reprendre le projet et qui n'ont pas forcément les compétences en interne pour industrialiser, mais qui connaissent aussi des partenaires pour arriver à l'industrialisation, hein, qui le font déjà. Donc,
Donc, il y a ces deux cas de figure différents, hein, si tu veux. Tu as les partenaires qui sont des gens qui ont des sous-traitants, qui peuvent prendre le projet, puis le miniaturiser et le préparer à la production en masse. Et on a des partenaires intéressés pour la reprise du projet. D'accord. Donc ceux qui s'occuperaient fait, de la commercialisation et voilà, de la partie. Et en fait, les premiers ont été utilisés par Quentin pour justement valider l'approche industrielle, valider l'approche des coûts sur ce que coûterait l'industrialisation et le coût final des lunettes, ce qui nous amène à un prix de vente possible. Donc en fait, le prix de vente que tu as vu sur le site, oui, il est dérivé d'un prix de vente qui a été calculé avec une BOM et un coût industriel basé sur quand même des quantités assez importantes. Mais néanmoins, ça permet de dégager une marge plutôt conséquente sur le produit final. C'est ce que j'avais cru comprendre, ouais. Du coup, si admettons on arrive, s'il faut baisser la quantité, effectivement, le prix pourrait être aussi revu un peu à la hausse. Si on veut partir sur quelque chose de, on va dire, peut-être plus facilement vendable. Je parle en termes d'unités vendues. Alors là, ça dépend de la stratégie de la personne qui va. De la personne en face. Voilà, de la personne en face. Si tu pars sur une application qui va être une application industrielle à très forte valeur ajoutée, les lunettes peuvent avoir un prix qui est supérieur, mais des quantités qui vont être inférieures. Si par contre tu veux partir sur une option qui est consumer, où c'est la quantité que tu vas chercher, évidemment tu vas travailler avec des marges plus réduites, et là tout est possible. Hein. Tout est possible. D'accord. Très bien, très bien. Alors aujourd'hui, du coup, je me permets. Vas-y. Fais comme chez toi. Du coup, là, avec le prix annoncé, on garde quand même une marge très confortable, même si c'est pour du grand public et des grandes quantités, a priori pour l'instant, dans cette cas de figure-là, les marges restent très confortables et le prix peut être évidemment baissé en fonction des composants que l'on inclut. C'est-à-dire qu'un produit qui intègre de la double 4K 120 images secondes sera forcément un petit peu plus onéreux que si on passe sur de la 1080 à 60 images secondes. Ok. Bon, très important. Juste une petite question, la réalité augmentée. Je suis peut-être complètement dans les choux, hein, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Elle est basée sur la plateforme ARCore de Google ou pas du tout? Alors, on a l'implémentation de certains modules d'ARCore, effectivement, qui gèrent très bien certains composants et certaines actions qui sont très importantes, mais on n'est pas basé uniquement sur ARCore. Full ARCore, ok. Très bien. Eh ben, écoutez, moi, je vais laisser voir si Zazel, je sais qu'il doit se préparer pour un prochain live. Donc, je vais voir si tu as encore des questions. Et puis après, je pense qu'on va glisser lentement vers la conclusion. Non, moi je pense que j'ai fait le tour un petit peu de moi des questions. Enfin, si c'était avoir hâte en fait de tester le produit et comme ça effectivement, hein, parce que bon, la MR d'une façon générale, est très attendue dans le domaine notamment professionnel, mais pas que, dans le grand public également. C'est des use cases qui sont je pense que voilà, tapez par terre et vous avez des use cases potentiels. Donc non, un marché, une réponse en fait même dans certains métiers. Donc je ne peux qu'une boîte française que des acteurs français apportent ce type de projet. Merci à vous. Super. Ouais, en tout cas, super. De toute façon, t'inquiète. Derrière, je parle avec Quentin pour signer un contrat d'exclusivité sur les premiers tests des produits. T'inquiète pas, je mettrai ETR dedans, y a pas de souci. Ah, ça marche. Ouais, si tu nous mets dedans, ça va. Bon, Quentin, on l'a pas dit, mais tu es quand même très jeune. En tout cas, beaucoup plus jeune que moi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton âge, si c'est pas trop indiscret, si c'est pas trop donné d'infos à Google? Dis-nous tout. Est-ce que tu peux Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et je suis en 3e année d'école d'ingénieur. C'est magnifique. Eh ben, en tout cas, bravo. J'ai une dernière petite question qui va m'aider justement à la conclusion. Et je vais laisser Quentin et Philippe répondre dans l'ordre que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À part les millions, parce que ça, je pense qu'on se le souhaite tous. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en vrai?
Je vous Là, laisse, à court terme et à long terme, on va dire. Philippe. Écoute, pour moi, c'est simple. Quand je vois des personnes comme Quentin, que j'ai l'opportunité de mentorer, moi, ça me porte. Et bien entendu, j'ai envie que Quentin réussisse et je vais continuer de le mentorer après ce projet, même pendant le projet, ça c'est sûr, mais même après ce projet, parce que c'est un vrai plaisir que de mentorer quelqu'un comme Quentin. En fait, il a des capacités étonnantes et une maturité qui est bien au-delà de ce que j'ai pu rencontrer chez d'autres personnes de son âge. Donc, je pense que Quentin ira très loin et c'est un vrai plaisir d'accompagner des personnes comme ça. Donc, j'aimerais en rencontrer d'autres, mais pour l'instant, il est plutôt unique. Merci beaucoup. Voilà. Alors, avec tous ces éloges, bon courage. Vas-y, dis-nous tout. C'est pas facile de rebondir là-dessus, mais vas-y. Oui, effectivement, c'est plutôt compliqué. La tâche n'est C'est pas pas la simple. colorimétrie de la cam qui a changé, il est véritablement tout rouge. C'est vrai. Eh bien, je ne saurais quoi dire. Bah, Mis à en part, tout cas, à court terme pour le produit, en vrai, là, c'est quoi? L'idéal, c'est que tout de suite, là, tu es quelqu'un qui signe un deal avec toi pour reprendre l'intégralité du projet. Est-ce que tu aimerais quand même le faire avancer un peu plus là sur certains aspects avant de peut-être refiler le bébé, on va dire, si je devais alors nous, vulgariser? là, on peut effectivement, avec nos connaissances et nos compétences, le pousser un petit peu encore. On va atteindre nos limites quand même assez rapidement, notamment en termes de miniaturisation. Donc, évidemment, nous, ce qui nous fait rêver aujourd'hui, c'est de le voir dans quelques mois, peut-être quelques années, à la Fnac. Ça, c'est vraiment, ce serait notre rêve. Mais au-delà de ça, ça serait qu'il trouve un usage euh, peut-être même spécifique pour que des gens l'utilisent au quotidien, puisqu'aujourd'hui, on s'en sert pour du développement, mais il n'a pas vraiment d'usage dans le monde réel. Tout à fait. Et c'est nous ce qui nous fait vibrer au quotidien, c'est d'arriver à cet objectif-là, Ouais, tout à fait. usage au quotidien. Ok. De dire que bon après quelqu'un apportera le zeste de magie qu'il faut au produit pour que il se retrouve sur les oreilles de tout le monde, on va dire porté et utilisé, j'imagine. Exactement. Moi, je dois t'avouer que le produit Enreal m'avait vachement plu quand même quand je l'ai testé. Et du coup, c'est pour ça aussi que quand j'ai vu ce projet qui justement me rappelait beaucoup celui d'Enreal, je trouve qu'il y a quand même il y a quand même un truc à faire. Et je pense que en tout cas, c'est le produit, on va dire parfait quand on n'aura plus besoin de genre l'Oculus, tu vois. Typiquement, je rêve de remplacer mon Oculus par ce type de produit, que ce soit pour faire de l'AR ou de la VR, bien sûr. En tout cas, j'espère que nous, on aura participé à ce qui sera peut-être un jour une success story quand tu feras des vrais grands plateaux de télé pour raconter comment tu as fait avancer tout ça. Je pense que tu es entre de bonnes mains, même si je connais pas très bien Philippe. Mais en tout cas, j'espère que nous, on vous a apporté un peu de lumière avec notre petite chaîne YouTube. En tout cas, n'hésitez pas, si vous passez par là et que vous regardez le projet et qui vous intéresse, à contacter justement Quentin. Quentin, on peut trouver facilement, c'est ce que j'avais vu dans le site internet. Je vais essayer de remontrer rapidement où est-ce qu'on peut vous retrouver. Il y a une section dédiée à ça. Juste ne pas faire bail, j'imagine. Non, il y a une partie contact, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, où est-ce qu'on peut vous contacter? Tiens, je vais te laisser nous dire. Et vous pouvez nous contacter par mail. Ouais, par mail, d'accord. On Chacun trouve d'entre ici, nous. tout à fait ici. D'accord, ok. Sur la partie, Voilà, moi par par exemple, mail. LinkedIn, utilisé. Voilà, LinkedIn, c'est possible aussi. Vous pouvez nous retrouver sur GitHub, même si pas mal de projets sont évidemment fermés, privés. Mm-hmm. Et par téléphone, c'est tout à fait possible de vous accueillir aussi par téléphone. Voilà. Toutes les informations présentes ici, donc sur la page donc contact, on va dire, pour pas faire d'anglicisme. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec nous. Je vais juste commencer par dire à Cédric, je suis ravi enfin de t'avoir eu sur la chaîne et d'avoir un plaisir. fait le chemin inverse. Tu es ici chez toi, tu reviens quand tu veux. Donc merci beaucoup. voilà. Et puis Quentin et Philippe, on vous souhaite beaucoup de succès
Et n'hésitez pas à nous contacter si le projet avance, si vous avez des nouvelles choses à dire, à partager en tout cas avec nous, avec la communauté de Rester Connecté. Voilà, on va rester connecté pour suivre ensemble ce projet. J'aimerais bien voilà, continuer à voir comment on va grandir tout ça. Et puis je vous souhaite beaucoup de succès en tout cas. Merci beaucoup. Également. Et n'hésitez pas effectivement à nous tenir au courant. Tout à fait, exactement. Je pense que peut-être un de ces quatre, vous rebondirez peut-être sur la chaîne de TR. Voilà, donc ça, je laisse Sazel prendre les devants là-dessus et puis faire ce qu'il faut de son côté. Et en tout cas, on vous remercie en tout cas si vous avez été jusque-là au niveau de l'entretien ensemble et que vous avez suivi ce projet qui a l'air passionnant. N'hésitez pas à commenter, à dire voilà, essayez peut-être de soutenir le projet, à essayer peut-être de dire à Quentin, même s'il est bien entouré, ce que vous pensez en tout cas de ce qu'il vous a présenté là aujourd'hui, de l'état actuel du projet. Et si vous-même, vous les consommateurs, parce qu'il y a un bouton buy, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus, peut-être pourquoi pas pour jouer le jeu et essayer de montrer comme ça l'intérêt du produit. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à nous soutenir. Vous avez plusieurs moyens. Je reviens dessus rapidement. Vous avez l'association que l'on défend qui s'appelle Les Lutins du Phénix, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. N'hésitez pas à passer sur leur page, à faire un petit don, un partage pour faire grandir l'association de nos amis. Et puis, n'hésitez pas à passer sur YouTube si vous avez envie, mais ça, c'est à votre discrétion. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye. Au revoir. Ciao.